sur ma droite, la bande de Gaza. Nous sommes le 7 octobre, il est 6h29. Les premières roquettes sont tirées vers Israël. Et puis un commando de 3 bateaux de terroristes du Hamas arrive en contrebas. Il leur suffit de quelques centaines de mètres pour arriver ici, du moins l'une des cellules. Elle est surarmée de Kalachnikov, de grenades et de RPG. Ils sont en direction de la base Zikim. Sur place, il va avoir les premiers combats et les premiers soldats qui tombent. Bienvenue dans cette émission spéciale, consacrée bien évidemment au 7 octobre. Un an de ce terrible moment pour Israël, pour l'armée israélienne et pour tout un peuple. Nous allons vous faire découvrir les sentiments, les émotions, la journée précise de ceux et celles qui l'ont vécu. Je vais rejoindre tout de suite Shani Guidalia qui va m'expliquer bien évidemment comment d'abord les terroristes sont rentrés en Israël. C'est parti, on y va. Et je vous retrouve donc Shani Guidalia. Nous sommes ici à l'entrée de cette base. Que s'est-il passé le 7 octobre? Écoutez Mathias, déjà le fait qu'on soit ici dans la zone de Zikim, ça en fait une cible privilégiée pour le Hamas qui a déjà tenté de s'infiltrer dans la base de Zikim. C'était en 2014, il y a déjà eu une tentative d'infiltration et même une infiltration pendant l'opération Bordure Protectrice. 4 terroristes sont arrivés par la mer, ils ont ouvert le feu à ce moment-là, ils ont été interceptés, l'armée a tout de suite réagi très rapidement, mais ça a montré pour la première fois que le Hamas utilise des commandos navals pour attaquer Israël. Quand on parle de commandos navals, c'est pas de simples terroristes à bord d'un bateau. On parle de terroristes qui sont lourdement équipés et entraînés pour mener ce genre d'attaque. Quelques années après, il y a une nouvelle tentative d'infiltration. Cette fois, les terroristes sont interceptés alors qu'ils sont encore en mer. Et puis ensuite, le 7 octobre, avec cette infiltration où ils sont entrés directement dans la base de Zikim et où ils ont commis ce massacre. Et finalement, comment ça s'est passé le 7 octobre et avant le 7 octobre pour enrayer ce type d'attaque? Pour contrecarrer justement ce type d'attaque, il y a déjà un mur sous-marin le long des frontières maritimes avec la bande de Gaza. Un mur sous-marin qui permet d'éviter les infiltrations massives. Qui aurait pu le permettre, mais qui n'a pas fonctionné. Exactement, mais il y a eu d'autres tentatives d'infiltration où à ce moment-là, ce mur a été efficace. Comme il est censé éviter les infiltrations massives, il faut savoir que le 7 octobre, les terroristes sont arrivés par petits groupes, donc le mur n'a pas été efficace. En plus de ça, il y a des radars et des capteurs qui sont censés détecter tous les mouvements des terroristes. Sauf que le Hamas, encore une fois, le 7 octobre, a réussi à utiliser ces failles et à montrer que le système de sécurité israélien n'est pas totalement imperméable. Exactement comme le système d'hommes de fer, comme tous les systèmes de bras. Exactement. Merci Shani. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir l'un des acteurs de cette journée, bien évidemment la capitaine Maayan du Pikoud HaOref, ce que l'on appelle en hébreu la défense passive. C'est elle qui a géré les opérations, on y va. Bonjour capitaine Maayan, merci de nous recevoir. Exactement comme vient de le dire Shani, c'est le fait que personne ne pouvait imaginer en Israël que cela arrive. Et c'est pourtant arrivé. Si on pensait que ça arriverait, ben non, on ne pouvait pas imaginer que ça arriverait. Je vis autour de Gaza depuis plus de 30 ans, j'ai ici de la famille et je suis ici en service depuis pratiquement 1 an. Je n'aurais jamais cru que ça puisse avoir lieu. Et même ce matin-là, j'ai eu du mal à comprendre ce qui se passait et c'est une réaction de Tzahal qu'on attendait. Bref, on ne s'y attendait pas et j'espère que ça n'arrivera plus. Il y a quelque chose que vous vouliez aussi me faire savoir, c'est que vous êtes paramédic, vous êtes secouriste. Et en même temps, vous deviez non seulement gérer les opérations, mais en même temps, votre formation, vous n'avez pas pu la faire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas en même temps soigner les blessés quand on sait qu'ici, par exemple, il y a eu des morts. J'ai fait un cours de secouriste à l'armée. C'est le cours que j'ai fait en formation militaire pendant toute ma formation militaire et mon service militaire. Et ensuite, j'ai fait le cours d'officier. Et en effet, il y avait un déséquilibre et une difficulté de synchroniser mon métier paramédical, qui est là pour sauver des vies, et mon rôle ce samedi-là, c'est d'être la commandante de toute cette situation. Et j'étais le plus haut gradé dans la base ce jour-là. Je voulais soigner parce que je savais que personne d'autre n'était là pour le faire avec mes fonctions et mon grade. Il n'y avait que 2 secouristes dans l'unité.
mais j'ai compris que ce qu'il fallait que je fasse, c'est d'être là pour gérer les combats dans le QG pour éviter qu'il y ait davantage de morts et de blessés parmi les soldats. Et j'ai pu quand même leur donner des missions médicales par talkie-walkie pour arrêter les saignements, pour évacuer dans les lieux sécurisés. Et puis, j'ai fait rapport le plus précisément possible au commandement et ici, au niveau du commandement de la brigade, au niveau du commandement médical, sur l'urgence des blessés, le nombre de blessés, leur état. Tout ça, j'ai pu le faire de manière précise jusqu'aujourd'hui et jusqu'à la fin de ma vie. Ça me serrera toujours le cœur de savoir que je n'ai pas pu soigner et peut-être pas sauver, mais je sais que j'étais là où il fallait que je sois. Vous nous amenez ce qu'on appelle en hébreu le Hamal, le PC sécurité. On y va? Alors, le samedi matin, ici, nous sommes sortis de la base en sachant qu'il fallait arriver au PC de sécurité. J'étais ici avec 4 autres soldats, une officier et 3 autres soldats. On discutait en dehors des bureaux, là où était garée la voiture. Est-ce qu'il fallait aller à pied ou avec le véhicule en passant par le passage piéton ou sur la route? Et les soldats ont reçu rapport qu'il y avait des terroristes dans le point de garde. Ils ont eu peur de prendre la voiture. Et moi, j'ai quand même voulu prendre la voiture pour pouvoir me déplacer facilement et, le cas échéant, que je puisse utiliser le véhicule pour évacuer des blessés ou autres. Et donc, j'ai voulu prendre le véhicule. On a appelé le QG tout en nous déplaçant. On roulait très vite dans la voiture. On était avec des gilets pare-balles et des casques. Moi, je n'avais qu'un gilet pare-balles. Tout le monde baissait la tête. On a roulé très vite. C'est un axe qui n'est pas asphalté, comme vous pouvez le voir. Donc, c'était dangereux de rouler ici. On a quand même décidé de passer sur cet axe-là quand même pour arriver le plus vite possible et pour être là avec un véhicule, le cas échéant, quand ce serait nécessaire. Donc, on roulait ici avec 4 soldats. Il faut dire que c'est assez peu sûr de rouler ici, surtout rapidement. Moi, j'avais très peur de faire un accident, bien que je sois bonne conductrice. J'avais peur de faire un accident et que mes soldats soient blessés. Et en roulant, on n'a pas vu de terroristes, mais en fait, il y en avait des dizaines, on l'a su plus tard. Il y avait ici au carrefour un véhicule où ont été assassinés des civils qui voulaient courir et fuir la plage. Et puis tout au fil de la journée, évidemment, il y en a eu encore. Et je suis donc avec le capitaine Maayan qui a géré toutes les opérations depuis ici, cette salle de sécurité, le PC sécurité, le 7 octobre dernier. Maayan, bonjour. D'abord, quelles sont vos émotions à chaque fois que vous revenez ici? À chaque fois que je reviens ici, d'abord, je continue à travailler ici chaque jour et je ne travaille pas ici au QG, au PC sécurité, mais dans les bureaux à côté. Donc, c'est des sentiments mêlés. La situation a été très complexe et je pense que c'est aussi ce qui me permet de continuer à remplir mes fonctions et à faire les mêmes choses tout en continuant à faire mon travail et m'y concentrer sans penser à ce qui s'est passé ici. Et évidemment, quand il faut, on le fait, mais c'est important, je pense, de se concentrer sur le travail. Rappelez-nous, il est 6h29, les premières alertes commencent. Et bien évidemment les premières alertes d'infiltration de terroristes aussi. Où vous êtes, qu'est-ce que vous faites? À 6h29 du matin, je dormais dans ma base, dans ma chambre. Et j'habite dans la zone de Gaza, autour de Gaza, donc j'ai l'habitude des alertes et des alarmes. Et donc je me suis réveillée, je me suis assuré que tous les soldats qui étaient avec moi, il y avait 4 soldats avec moi, qu'ils arrivent dans ma chambre. Ma chambre est une salle sécurisée que nous avons tout de suite fermée pour attendre que l'alerte soit levée, comme on en a l'habitude. Après 10 minutes, on sortait. À aucun moment, vous pensez qu'il peut y avoir des terroristes qui s'infiltrent dans la base? Ce matin-là, non, je ne pensais pas qu'il y avait une infiltration. Je suis né ici et je vis ici
je sais qu'il y a parfois des attaques, on liquide quelqu'un ou d'autres choses qui font qu'il y a des affrontements. Mais j'ai entendu des tirs qui étaient sortant de l'ordinaire, des tirs de roquettes et des tirs de mitrailleuses. Et tout à coup, naïvement, j'ai dit à mes soldats, c'est nous qui devons tirer, c'est les soldats qui doivent tirer contre des terroristes depuis la frontière. Et au début, j'ai même pas pensé que c'était ça qui arrivait. Ce n'est qu'après, après avoir un premier blessé par tir et pas par roquette, j'ai compris que la situation était différente. Et ça, je suis venu au QG tout de suite. Alors racontez-nous. J'imagine que tout le monde crie, tout le monde hurle. Comment on fait pour complètement rentrer dans une sorte d'aquarium et dire « Ok, c'est moi qui vais gérer les opérations ». À 7h30, je suis arrivé ici. Il y a ici des soldats sans officier, sans commandement. C'est moi qui dois commander la situation. Donc, je me suis dit, j'ai dit, bon, écoutez, c'est moi la responsable ici. Et j'ai commencé à voir où est-ce qu'il y avait des blessés. À ce stade-là, il n'y avait pas encore d'infiltration dans la base, mais j'ai commencé à avoir des rapports sur des blessés. Et d'abord, j'ai essayé de comprendre quelle était la gravité de leurs blessures, comment les évacuer et est-ce que je peux les soigner. C'est donc à travers ces écrans-là que vous allez comprendre tout ce qui se passe. Comment ça se passe? Racontez-nous. Vous êtes en contact avec qui? Alors sur les écrans, nous voyons les dernières caméras qui fonctionnent. La plupart des caméras étaient déjà coupées à cause de la coupure d'électricité du matin. Sur nos smartphones personnels, on n'arrivait pratiquement plus à avoir de contact pour conversation ou WhatsApp. On a réussi un peu à avoir des tirs de roquettes dans l'unité sans savoir s'il y a des blessés parce que les soldats sont sur position. C'était des soldats qui faisaient leur classe encore. Et ce que j'ai réussi à comprendre, c'est d'avoir des contacts par talkie-walkie et des rapports de soldats et de commandants et d'officiers sur le terrain sur des blessés par tir et donc des blessés par balle où j'ai commencé à voir comment les évacuer le plus vite possible et puis comprendre si le terrain est sûr pour aller vers un hôpital ou pas. Alors que pendant ce temps, vous ne savez même pas si les terroristes vont venir vous chercher. C'est-à-dire que vous êtes à l'aveugle. Moi, comme je vous l'ai dit, je vis ici au conseil régional de Sha'ar Negev, les portes du Negev. Donc je connais. Le premier tué était le président du conseil à 8h du matin. Et c'est la seule chose que je sais, qu'il y a un mort. À Kfar Aza, il devait être au conseil régional pour gérer la crise et c'est là que je comprends qu'il y a une situation exceptionnelle. Mais je ne savais pas encore qu'il y avait des terroristes sur toute la zone, que la route vers l'hôpital était dangereuse et je ne savais rien d'autre. Pour moi, je lève le téléphone pour demander une ambulance au Magen David Adom pour évacuer les blessés, pour essayer de continuer l'évacuation comme j'ai été formé pour le faire à l'armée. À quel moment vous comprenez que, on va pas dire qu'ils ont pris le contrôle, mais à quel moment vous dites que les terroristes sont à l'intérieur et qu'ils peuvent venir à n'importe quel moment? Eh bien, j'ai compris qu'il y avait des terroristes dans la base quand dans les points de défense où il y a des soldats de première classe qui me disent qu'il y a des soldats blessés. Et j'essaie de comprendre comment ils sont blessés. Et alors ils disent qu'ils ont un terroriste tué. Alors d'abord, je comprends qu'il y a un terroriste qui s'est infiltré, mais qu'il a été tué. Maintenant, il faut que je comprenne s'il y a d'autres terroristes qui sont rentrés. Il faut dire un instant d'ailleurs qu'il y avait ici un commandant de compagnie qui était là et dès 6h30 du matin a donné ordre à tous les commandements, c'est-à-dire des commandants de compagnie de se mettre en place pour se mettre dans des lieux sûrs. Et donc, c'est les commandants qui ont géré ici les combats. Ça a été très compliqué et c'est eux qui ont payé le lourd tribut de ces combats. Et grâce à lui, ça a empêché davantage d'infiltration parce que les soldats étaient des soldats conscrits et ils ont réussi à combattre ces terroristes. Quand on est enfermé, il y a une porte d'acier là. On n'entend quasiment rien, on est quasiment insonorisé. Et pourtant, vous arrivez à entendre les roquettes, les tirs
à l'extérieur. Quand nous fermons la porte du PC de sécurité, on entend tout ce qui se passe à l'extérieur quand même. Avant que des hauts commandants arrivent, des officiers arrivent sur place. Donc, derrière la porte, c'est dangereux à cause des roquettes. Deuxièmement, à un moment donné, avec la peur des soldats qui étaient avec nous dans cette pièce sécurisée, il y avait une autre porte que nous avons bloquée avec un frigidaire, des canapés, des tables, pour qu'on ne puisse pas rentrer. Et bien sûr que les terroristes ne sont pas arrivés jusqu'ici, et quand le commandant de l'unité est arrivé ici, on a ouvert le barrage pour pouvoir laisser entrer le commandement et pouvoir commencer à gérer la situation. Mais on entendait tout ici. Même si on est dans une pièce protégée, et encore plus, on était silencieux pour que les terroristes ne viennent pas ici. Alors on entendait absolument tout. Dernière question, vraiment très courte. Si vous aviez un mot pour définir ces 1 an du 7 octobre, ça serait lequel? C'est difficile de répondre parce que je vis la complexité de la base et des soldats et du commandement sur des soldats en une année si compliquée, combien s'entraîner, comment s'entraîner dans une année si difficile, et ma vie privée. Je vis là, j'ai des amis qui sont encore otages à Gaza et des amis qui ont été assassinés ou qui ont été tués par erreur par Tsahal quand ils étaient otages et qu'ils ont essayé de fuir. Bref, c'est des vies parallèles. Une année très compliquée, très dure. C'est difficile de le décrire en un ou en quelques mots d'ailleurs. Compliqué. Exactement, complexe. Merci, Marianne. Merci beaucoup. On termine cette séquence Zikim avec une image en particulier, celle de Hadar Ben Simon. Oui, Hadar Ben Simon, elle était soldate et commandante ici dans la base de Zikim. Elle était âgée d'une vingtaine d'années à peine et elle a été assassinée à Zikim par les terroristes du Hamas, et j'ai eu le privilège de pouvoir interviewer sa grande sœur, Sharaf. Et on l'écoute. Alors je suis avec Sharaf Ben Simon, la sœur de Hadar Ben Simon, une soldate qui a été assassinée dans la base de Zikim. On a vu que vous avez publié sur les réseaux sociaux cette vidéo où vous apportez votre invitation pour votre mariage à votre sœur, une invitation que vous lui avez apportée malheureusement au cimetière. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de transmettre, de diffuser une vidéo aussi poignante et aussi touchante? בעצם מה-7 לאוקטובר, קצת אחרי כל מה שקרה, הדבר שהכי חשוב... Depuis le 7 octobre, le plus important pour moi, c'est qu'on se souvienne de ma sœur. זה ההנצחה של הדר. Depuis ce jour, tout ce que je filme et tout ce que je poste sur les réseaux sociaux, ce sont des moments tristes, mais ce sont les plus authentiques. אבל אני מתעדת את הכל. Filmer ces moments en famille ou quand je suis seule, cela montre au monde comment notre vie a changé. Comment on est passé d'une famille joyeuse, unie, heureuse, on avait tout. Et en une seconde, notre vie a basculé. Vous aviez donc ce lien particulier. Comment est-ce qu'une famille arrive, on va pouvoir dire, à se reconstruire, mais plutôt à vivre une vie de tous les jours comme ça après une tragédie telle que la perte d'un enfant ou la perte d'une sœur? Hadar avait un frère jumeau, Aviv. On a toujours été 4 enfants, 2 frères et 2 sœurs, et on le sera toujours. Mais j'ai toujours été la sœur d'Hadar, et elle était ma sœur. On n'en a pas d'autre. On a toujours été la meilleure amie l'une de l'autre, et elle restera pour toujours ma meilleure amie. Une sœur, quand tu n'en as qu'une, et en particulier comme on est des filles, c'est un lien qui est irremplaçable.
Elle est plus jeune que moi, de 5 ans, mais j'ai toujours eu le sentiment qu'elle était ma grande sœur. Elle n'avait peur de rien. Ça se ressentait dans les petites choses de la vie. Par exemple, quand j'avais peur du noir ou de dormir seule, je lui demandais de dormir avec moi. Donc on avait un lien spécial. Elle était là pour moi et j'étais là pour elle. C'est justement la chose la plus douloureuse. On me l'a prise et je n'ai plus d'autres liens comme ça. Et avec ça, il faut que j'essaye de vivre. ועם זה אני מתמודדת. תתמודדי, זה מה שיש. צריך לחיות את החיים. אם את רוצה אז תעשי בלי לבקש. ים חלומות, לונדון, ניו יורק. נלך אנחנו, רק הבנות. תופסת את ההגה, ואין לאן, הקול שלך עוד מתנגן ברק. Le matin du 7 octobre, j'ai pu parler avec Hadar. Comme tout le monde, j'ai été réveillée par les sirènes. Je lui ai envoyé directement un message. וישר שלחתי לה הודעה, והתכתבנו On a un קצת. peu parlé jusqu'au moment où elle ne pouvait plus עד parler. שהיא כבר לא יכלה להתכתב. היא מספרת לי שבאותו Elle me זמן racontait qu'il y avait beaucoup de missiles, un gros barrage de roquettes qui tombent sur la base, à côté de la base. Elle m'a dit qu'ils étaient tous dans l'abri, elle et les soldats. והיא מספרת לי שהם במיגונית. היא וכל החיילים, כל הטירונים, כל מי שהיה בבסיס, היו במיגונית. באיזשהו שלב היא כותבת לי, יש חדירות. Il y a des infiltrations dans la base. בח זה הבסיס. Comment ça, des infiltrations? Alors je lui ai demandé de rester dans l'abri. Elle m'a dit, היא t'inquiète. כותבת לי בסדר. כל כמה זמן אני Puis elle מנסה m'a רגע écrit. להבין מה קורה, Il מה y a 9 איתך, terroristes והיא qui מעדכנת courent vers אותי. l'entrée de la base. היא כותבת לי 9 J'ai מחבלים mon arme יוצאים chargée. מהש"ג שלנו, Schéma Israël. אני עם On כדור se parle plus בקנה, tard. שמע ישראל, נדבר. ואני Je אומרת lui ai לה, מה répondu, נדבר? מה נדבר? comment ça, on se parle plus אל tard? תרוצי Ne לשום va nulle מקום, part, reste. אל תהיי. כמובן שהיא לא Évidemment, elle ne m'a הקשיבה pas לי, écouté. וכמובן Elle est שהיא sortie de רצה l'abri pour se להסתער, battre כמו contre les שאמרתי, terroristes. להסתער ולהילחם עם המחבלים. היא מספיקה לכתוב Elle a לי eu le temps de הודעה, m'envoyer un dernier אנחנו message pour me dire que les combats étaient très מפקדים שלי intenses נפצעו. et que ses commandants étaient אני blessés. אחרי ההודעה הזאת Moi, מנסה j'essayais ככה de עוד prendre de ses להבין nouvelles. קצת. הדר, מה קורה? Hadar, est-ce que tu vas bien? Dis-moi ce qui se passe. את בסדר? מה Donne-moi איתך? signe de vie. ושם היא כבר מפסיקה Mais elle לענות. avait déjà arrêté de me répondre. Et une demi-heure בערך après חצי ce שעה dernier אחרי message, ההודעה האחרונה elle a שהיא été שלחה tuée. לי, מעריכים שהיא נהרגה. בעצם À l'endroit où בש"ג Hadar של a הדר, combattu, בעמדה dans le שהיא הייתה bunker בה, où elle était, aucun אף soldat אחד לא n'a שרד survécu כדי pour nous לספר raconter tout ce qui בדיוק s'est passé. מה קרה. Grâce aux enquêtes qui ont été menées, on a כשהדר su qu'elle a והחברים שלה combattu החזירו pendant אש, plus d'une והיה heure ממש avec 3 חילופי autres אש commandants. ויריות, קרב יריות, Il y avait כמו des שהיא échanges כתבה de לי. tirs très intenses. Les terroristes ont alors המחבלים lancé זרקו 8 8 grenades à רימונים l'intérieur de leur position לתוך et ils ont fini par tirer un RPG. Un missile ובסוף à une הם distance ירו vraiment très RPG. courte. טיל ממרחק מאוד מאוד קטן לתוך העמדה הזו. Là-bas, Hadar a été tué avec ses 3 ושם commandants. נהרגו, הדר ועוד 3 מהחברים שלה נהרגו במקום. היה שם איתה ינאי ינאי קמינקה, היה עמרי ניב את פירשטיין עמרי ניב פיינשטיין, et עדן אלון והייתה לוי. את עדן אלון לוי. Quel est le sentiment quand on revient sur les lieux du drame, quand on se rend dans la base même? היינו שם Quand on בעמדה, retourne dans la base, on se pose beaucoup de והראש questions. מריץ כל On מיני imagine des דמיונות. scénarios מה היה sur ce שם qui s'est ומה קרה. passé. כואב מאוד לראות את C'est très douloureux de voir les impacts de balles. של הרובים שהם בעצם ירו על המחבלים. לראות Tous ces trous dans le béton et de se פגיעות dire בבטון. peut-être que cette balle a tué ma sœur. הרסיס הזה אולי גם פגע באחותי. הפגיעה Ou הזאת פה peut-être בבטון celle-ci אולי avant גם ou פגע après. באחותי קודם, או לפני, או אחרי. אני באופן אישי הרגשתי שאני חייבת להיות שם. Mais je me devais d'être là, de tout voir, de marcher exactement là où elle a marché et où elle était, כדי לראות בעיניים de tout voir par mes propres yeux, pas juste qu'on me לראות raconte, בעיניים שלי את המקום ולהרגיש ולדעת mais de voir l'endroit et de כל ressentir, דבר de על tout הרגעים savoir sur ces האחרונים derniers שלה, instants. כי זו המחויבות C'était שלי. mon devoir. C'est ma אני, sœur. כשהייתי שם, הרגשתי שאני חייבת לראות, להרגיש כל דבר, כי אני חייבת. זאת אחותי. אני לא אדע איפה היא הייתה. אז היה מאוד Alors קשה d'un côté מצד c'était אחד. dur, mais on avait besoin de ça, אבל de היינו voir, חייבים את de זה. ressentir, לראות, d'être là-bas. להרגיש, להיות שם.
Après tout ce qui s'est passé, on a reçu les affaires d'Adar, tout ce qui était dans la base. J'ai trouvé des cahiers que j'ai ouverts pour voir son écriture, ressentir sa présence. Et j'ai trouvé un petit papier sur lequel il était écrit « Vivre la vie, profiter de chaque instant, réaliser tous ses rêves et toujours voir le verre à moitié plein. » C'est un papier qui nous accompagne et qui nous aidera toujours à vivre selon son mode de vie. C'est ce qui nous fait tenir, de se dire « Hadar aurait voulu qu'on continue à vivre comme ça. » Guidalia, on se trouve ici à Sderot, l'une des villes bien évidemment, j'aime pas le terme martyr, mais qui a été martyrisée plus exactement, violentée. Dans sa chair, l'un des emblèmes de cette ville, c'est le commissariat, il ne reste plus rien. Oui, c'est là exactement où s'est déroulée l'une des batailles les plus sanglantes du 7 octobre au commissariat, puisque pendant plus de 20 heures, les policiers font face aux terroristes. C'est vraiment devenu l'épicentre des combats, le point de rendez-vous des terroristes. Alors quand je dis commissariat, en fait, il reste qu'un monument de mémoire, à la mémoire de tous ceux qui sont tombés le 7 octobre, mais surtout des 10 policiers qui ont été tués. Après ce massacre dans le commissariat de police, eh bien, les terroristes se sont retranchés à l'intérieur. Il a fallu attendre les renforts de Tsahal qui viennent avec un bulldozer pour détruire le bâtiment et les terroristes qui se trouvent. Comment ça s'est passé exactement? Ça a mis des heures pour que cette bataille prenne fin. Exactement. Quand les terroristes sont arrivés, les policiers étaient postés à différents endroits. Mais finalement, quand ils ont commencé à ouvrir le feu, les policiers étaient submergés par l'ampleur de l'attaque et surtout surpris, puisqu'ils ne savaient pas que les terroristes étaient déjà à l'intérieur de Sderot quand tout s'est passé. Et surarmés, lance-roquettes, grenades et kalachnikov. On me faisait remarquer qu'ici on est dans une zone civile. C'est-à-dire que les civils étaient censés être protégés par ce commissariat. Des civils, justement, il y a ces enfants, pas très loin je crois, exactement ces 2 sœurs qui crient au secours, ou être sauvées des mains des terroristes. L'une des 2 sœurs, elle s'appelle Romy, elle a 6 ans. Quand les tirs de roquettes ont commencé à pleuvoir sur le sud d'Israël, les parents ont voulu quitter la ville. Sauf que quand ils ont pris la route, ils ne savaient pas que les terroristes étaient déjà à l'intérieur de Sderot. Donc quand ils étaient sur le chemin, les terroristes les ont vus, ont tiré sur la voiture, l'ont mis hors de fonction. Les parents sont donc sortis avec leurs filles pour les mettre à l'abri. Les terroristes qui étaient sur un rond-point ont tourné, ont tiré sur le père, l'ont assassiné. Heureusement, les 2 filles et la mère ont échappé au Hamas. Elles ont attendu que les terroristes partent pour pouvoir retourner se cacher dans la voiture qui était hors d'état de conduire. Finalement, il y a un homme qui est arrivé, qu'elle connaissait, qui est venu pour les sauver et qui pensait les mettre en sécurité en les amenant justement devant ce commissariat. Sauf que en les amenant, les terroristes étaient déjà sur place, ont tiré sur la voiture et donc assassiné de sang-froid les 2 adultes, la mère et l'homme qui était venu les sauver. Les 2 petites, encore une fois, étaient cachées sous la banquette, donc ont échappé aux terroristes. À ce moment-là, Romy, qui est âgée de 6 ans, elle ouvre la fenêtre et elle hurle « Au secours, aidez-nous !» Les policiers qui étaient sur les lieux ont compris qu'il y avait des enfants en vie à l'intérieur de la voiture et c'est ce cri véritablement qui leur a sauvé la vie, puisqu'ils sont venus, ils ont essayé de parler avec elle, elle a dit « aidez-nous, aidez-nous ». Elle a précisé qu'elle était avec sa petite sœur de 3 ans, Lia, mais elle a eu cette phrase quand les policiers sont arrivés, c'est « Atem Amishtara, est-ce que vous êtes la police ?» Et elle a continué « Atem Shel Israël, est-ce que vous êtes d'Israël ?» Donc sous-entendu, est-ce que vous êtes les gentils? Le policier lui a dit oui. Pendant tout ce temps où il essayait de les protéger, il faut préciser qu'il y a toujours les terroristes qui tirent sur eux avec des armes, qui leur lancent des grenades, qui par chance n'ont pas explosé. Finalement, les policiers arrivent à sortir les 2 petites, les mettent à l'abri dans la maison d'un couple qui habite à côté, jusqu'à prévenir leur famille qu'elles sont en vie et qu'elles sont en sécurité. Merci beaucoup, Chani. Puisqu'on parle des civils, on va aller voir justement l'un d'entre eux, Raphaël Ayoun, un civil qui a sauvé
des militaires, des policiers et toutes sortes de forces de sécurité grâce à ses 2 mains et ses yeux. Et je suis avec Raphaël Ayoun, on vient de Sderot, on a parlé avec Shani Guidalia de ces scènes terribles d'enfants qui crient à l'aide. Dans votre salle, on connaît cette salle, vous voyez tout, vous entendez tout, du Liban à Gaza, en passant par la Judée-Samarie, Raphaël Ayoun. Votre image, l'image qui restera gravée dans votre mémoire du 7 octobre. Waouh, eh bien écoutez, je crois que l'image la plus terrible, ça a été de voir que le Hamas des terroristes aux mains ensanglantées prennent et détiennent nos gens, des enfants, des bébés, des vieillards, des femmes. C'est l'image la plus terrible qu'on puisse décrire. Et encore sur notre territoire, c'est terrible. Quand vous les voyez le 7 octobre, vous ressentez quoi? De la colère, de la haine? Vous essayez de faire quelque chose et on ne peut rien faire en même temps. D'abord, c'est une douleur atroce. Parce que je sais, aujourd'hui je le sais avec certitude, après tout ce que j'ai vérifié, je sais avec certitude que j'aurais pu empêcher cet événement. Et vous savez, à cause de toutes sortes de jeux d'ego et de jeux de force, de fierté, on m'a empêché d'aider. Et comme vous le savez, selon les publications étrangères, on n'a pas écouté les communications tactiques, comme on l'a dit dans le monde. Et les États-Unis n'ont pas écouté parce qu'ils étaient sûrs qu'Israël écoutait et Israël n'écoutait pas. Le seul qui écoutait, c'était moi. Et moi, on m'a fermé. Et vous le savez, et le public le sait sûrement. Et c'est ça qui est une douleur, c'est tellement terrible. Et vous savez, le 7 octobre, je ne pouvais que pleurer. Et à chaque fois, j'entendais un autre camarade qui est mort. J'ai perdu 37 camarades, 37 amis ce 7 octobre maudit. Alors, j'ai réussi à me remettre debout et les gens m'ont appelé en disant « Il faut que tu nous aides, c'est toi qui peux nous aider, allez !» Tu feras ton deuil après, maintenant, et on a besoin de toi. Ça veut dire que vous êtes là, vous voyez vos écrans, et telle unité ou une autre unité vous appelle, aide-nous à envoyer tel renfort ou tel renfort. C'est comme ça que ça se passe. Exactement. Non seulement on m'appelle, mais toutes sortes d'unités qui m'appellent, mais tous, tous les bataillons qui étaient en place le 7 octobre, tous se sont adressés en moi. On m'a demandé où est-ce qu'il faut aller aider. Pas seulement les gens qui me demandaient de l'aide, mais aussi les forces, les bataillons de Tzahal qui m'appelaient pour savoir où aller aider. Parce qu'on ne peut pas se lancer dans n'importe quel village si vous ne savez pas qu'est-ce qui s'y passe. Donc il fallait être au courant. Donc où est-ce qu'on a besoin? Qui est touché? Reliez-nous à eux pour qu'on puisse les aider. C'est exactement ce qui s'est passé. J'ai sauvé des centaines de personnes comme ça, des centaines. Ça a été une bénédiction de les aider. Vous voyez le festival Nova ou c'était en dehors de vos capacités? D'abord, on voyait, parce qu'en fin de compte, moi j'ai vu, tout le pays a vu, il y a eu plein de films qui ont été diffusés, et puis j'ai reçu beaucoup d'appels à l'aide de là-bas aussi, parce que mon numéro de téléphone a été distribué là-bas. Donc je vous dis, j'ai eu le privilège de sauver des centaines de vies, c'est pas moi. Moi j'étais ici dans la pièce, mais j'ai dirigé les forces de sauvetage, parce qu'en ces journées de folie, il n'y avait pas de QG, il n'y avait pas de police, il n'y avait pas d'armée, personne n'était disponible, on n'avait pas avec qui parler. Ça veut dire que même la police, même l'armée de l'air était en contact avec vous? Non, pas l'armée de l'air. Je connais des gens à l'armée de l'air, mais ils m'ont pas appelé pour demander de l'aide, quelle qu'elle soit. Mais toutes les forces qui étaient et qui sont arrivées, qui ont été envoyées le 7 octobre, toutes ces forces qui me connaissent se sont adressées à moi. Et je vous parle de centaines de personnes. Grâce à Dieu, j'ai pu les sauver parce que j'ai envoyé des forces qui les ont sauvés. Beaucoup. Le plus dur dans ce genre d'incident, c'est que quand vous voyez la cruauté en face de vous, on se dit quoi? Qu'on est impuissant? Qu'on ne peut rien faire? Vous pouvez pas comprendre. C'est tellement douloureux. Et je me disais, mais je vous l'avais dit, j'en ai parlé, j'ai alerté. J'avais l'option de voir ceci. Ils m'ont empêché. On a empêché de parler avec moi. Ils ont publié au nom du
commandant, je ne peux pas donner encore son nom. En son nom, on a dit qu'il fallait couper tous les contacts avec moi, interdiction de parler avec moi. Et ça me fait tellement mal, c'est tellement dur. Je ne peux même pas commencer à vous le décrire. J'ai pas les mots. Avec le recul, vous dites que vous auriez pu éviter. Qu'est-ce que vous avez fait de plus depuis qui a permis en plus de sauver des vies pendant la guerre à Gaza? D'abord, j'ai dit que j'aurais pu empêcher l'événement, pas seulement le 7. Bien sûr, le 7 octobre, j'aurais pu aider, j'aurais pu faire et alerter. Mais je vous dévoiler un secret. Après le 7 octobre et après qu'on m'ait rendu mon matériel le 18 octobre et que la presse a aidé et qu'il y a eu des interventions et que les choses se sont remises en place, j'ai récupéré mon matériel, j'ai vérifié toutes les fréquences. Je suis allé au QG de l'armée et je leur ai demandé que tous les appareils qui sont rentrés le 7 octobre, les terroristes du Nourba, du Fatah, du Djihad, du Hamas, bref, tous ceux qui avaient avec un appareil tactique, j'ai demandé les appareils. J'ai reçu les appareils, j'ai démonté toutes les fréquences et il n'y avait pas une fréquence que j'avais pas. J'ai rien raté. J'avais toutes les fréquences. J'aurais tout entendu. Leur planification, tout. Il n'y a rien. Si moi j'avais été à l'écoute, ça me fait tellement mal. J'ai envie de pleurer quand je vous dis ça. Ça veut dire que vous auriez entendu Mohamed An-Nour, Mohamed Salama, Mohamed Dev, Sinwar qui aurait dit à ses troupes, allez-y. Je vous le dis, je ne peux pas vous dire si je les aurais entendus spécifiquement, je les écoutais aussi dans leur QG opérationnel, mais j'aurais entendu toute la planification de tous ceux qui sont rentrés, tous ceux qui parlent, tous ceux qui veulent faire quelque chose, tout sur tout. Il n'y a rien au monde, pour moi, de mon côté, de mon point de vue, j'aurais simplement alerté tout le monde. Quand je vous dis tout le monde, c'est pas « oh oui, bon, eux aussi ils ont dit, et puis il y a les observatrices ». Non, c'est pas de ça que je vous parle. Moi, sur le terrain, sur ceux qui étaient sur le terrain qui n'étaient pas au courant. Si vous êtes sur le terrain, Mathias, et que vous avez une arme et que je vous dis qu'il va y avoir une incursion, eh bien vous faites ce qu'il faut faire. Vous comprenez? Pourquoi je vous sens bouillir? Mais c'est parce que c'est terrible, c'est énervant, c'est douloureux, mais je ne peux pas vous l'expliquer, c'est inexplicable. C'est inexplicable. J'ai pas de mots. Vous savez, je les ai suppliés. J'ai supplié ce haut commandement. Rencontrez-moi. Vous me connaissez, Mati. J'ai fait ma première interview à la télé avec vous. Et vous savez ce qu'il y avait à l'époque. À l'époque, on a entendu et on a aidé les forces. Et vous avez des enregistrements que vous avez dit. Vous savez de quoi je parle. Tout le monde le sait. Et vous le savez mieux que tout le monde parce que vous étiez là-bas sur place. Et quand je dis, écoutez, je dis à ce commandant, rencontrez-moi, donnez-moi 5 minutes de votre temps, 5 minutes de votre temps. Yossi Sariel, le commandant de 8200, il les a empêchés, tous ces commandants de premier plan, c'est ce commandant-là qui les a empêchés de venir me voir. Le commandant de 8200 devait venir me voir et je m'adresse à lui avec la question la plus simple, pourquoi vous n'êtes pas venu? De qui avez-vous eu peur? De Guimel? Et maintenant vous avez tous du sang sur les mains. Qu'est-ce qu'il a répondu? Mais non, maintenant je m'adresse à lui, à travers vous, à travers votre télévision. Regardez-moi dans les yeux. Regardez-moi dans les yeux. Yossi Sariel, commandant. Qu'on appelle Guimel. Et le chef du renseignement militaire, y compris Oded Bassio, le génie entre guillemets, je peux vous le dire. Je m'adresse à tous. Pourquoi vous n'êtes pas venu vérifier? Pourquoi est-ce que vous avez joué aux aveugles? C'est ça que je vous demande, parce que ça me fait mal. Donnez-moi des réponses. Dernière question. Vous faites encore des cauchemars? Ou vous arrivez de nouveau à rêver, de nouveau à espérer? Votre question? Si après le 7 octobre, j'ai réussi à sauver des vies et à aider, ben oui, bien sûr, bien sûr. Et depuis,
J'ai encore reçu des certificats de reconnaissance que tout le monde maintenant me donne puisque la vérité a été dévoilée et que tout le monde sait. On m'a invité à plusieurs cérémonies, officielles ou pas. Alors, voilà. Pour votre question, écoutez, on espère que ça ira, mais je pense que tous ceux qui, tous les niveaux, du niveau du lieutenant-colonel et supérieur, eh bien, ou bien ils n'ont pas transmis les renseignements, ou bien ils ont méprisé ce qu'on leur disait, ou bien il n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Le 7 octobre, il y a eu beaucoup de signes, bon je ne peux pas rentrer ici dans les détails, mais il y a eu beaucoup de signes avant-coureurs le 6 octobre. Au niveau des systèmes militaires, du renseignement, Shin Bet, etc. Et il y a des choses qui devaient être faites. Quand il y a des choses qui arrivent et on réagit. On ne l'a pas fait, certains ont fait, certains ont bien fait, certains n'ont rien fait du tout. Et tous ceux, donc à partir du niveau de lieutenant-colonel et plus supérieur, doivent démissionner. Tous ceux-là qui ont, d'une manière ou d'une autre, fait quelque chose le 7 octobre, ne doivent plus être en fonction. C'est terminé, c'est tout. Au niveau politique, je ne sais pas. Oui ou non, je ne sais pas ce qu'ils savaient, ce qu'ils ne savaient pas. Je ne peux pas les juger là-dessus. Je ne sais pas ce qu'on leur a dit ou pas. Vous rêvez? Vous voulez rêver? Vous espérez un jour rêver? Mais oui, il faut que ça aille mieux, c'est pas possible. On a trop souffert là, ça suffit. Il faut ramener tous nos otages. Il faut l'union dans le peuple avec tout ce qui se passe. Les Iraniens sont en train de jouer un jeu dégoûtant. Il faut absolument que ça aille mieux. C'est pas possible autrement. On a trop souffert là. Maintenant, c'est obligé que ça aille mieux. Et voilà, on a, Dieu merci, liquidé Nasrallah. Ça, c'est bien. Il y aura des bonnes choses qui vont arriver. Et avec l'aide de Dieu, on va liquider Sinoir, on va ramener tous les otages. Et avec l'aide de Dieu et avec l'espoir que ça ira mieux. Merci. Toda Rabba. Merci beaucoup. Et avant de refermer cette édition, j'ai le plaisir de recevoir Yair Marton. Vous le connaissez, il a déjà participé à nos émissions de défense. Il aurait dû être sur le terrain, à la frontière avec Gaza. Malheureusement, l'actualité sécuritaire l'a rattrapé. C'est comme ça qu'on le retrouve ici dans nos studios à Yafo. Yair Marton, merci d'être avec nous. Votre 7 octobre, d'abord, le vôtre, c'était lequel? Mon 7 octobre a commencé à 6h29, j'entends des alertes à la roquette, et moi qui ai fait une carrière dans les services de sécurité, donc j'ai connu des dizaines de fois où j'ai reçu des coups de fil, où mon beeper a sonné, et donc ce samedi matin, il y a un jour et un an, ma femme me réveille et elle me dit il y a des alertes, et je dis mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et ça, c'était donc à 6h29. À 6h35, je savais que l'État d'Israël était en guerre. 6 minutes après m'être réveillé, j'ai compris que nous étions dans une guerre sans précédent. Nous avons allumé la télévision, on pensait peut-être qu'il y avait un missile, mais moi, je savais déjà en moi que tous les pays arabes nous attaquent parce que moi, je suis combattant, j'ai entraîné des unités spéciales et je pense depuis des années à une guerre multifront. On sait quand il y a des événements, vous savez, il y a des services de renseignement, nous sommes les meilleurs services de renseignement. D'ailleurs, j'aurais beaucoup de choses à dire à ce sujet. Je pense pas que les services de renseignement aient échoué, mais ceux qui ont reçu les renseignements ont échoué. C'est exactement ce que je voulais vous poser comme question. Parce que vous avez une double casquette d'homme des renseignements et d'homme de terrain, de l'unité antiterroriste israélienne, ce qu'on appelle le Lotar. C'est intéressant parce que ceux qui sont sur le terrain disent la même chose. Les renseignements n'ont pas failli à leur mission. C'est ceux qui avaient les renseignements, qui n'ont pas su les traiter pour égaux. Est-ce que vous êtes d'accord?
Je vous dirais la chose suivante, et c'est basé sur des connaissances. Je suis conseiller stratégique, je suis formateur, j'ai une société qui fait des analyses de data sur le net, etc. Donc vous êtes un spécialiste des affaires militaires, vous êtes bien connu. Si vous allez consulter les archives, eh bien, est-ce qu'on ne voit pas qu'il y a eu des renseignements très précis à ce sujet? Est-ce qu'on ne voit pas que l'opposition, la coalition, le gouvernement décrivent cela depuis 2017? Est-ce qu'on ne voit pas que les dirigeants du Shin Bet et des services de sécurité, tout était public? Tout était clair. Ce que je dis, c'est cela. Alors, de parler de problèmes d'ego, c'est vraiment faciliter les choses. Je pense que cela, c'est bien plus grave que cela. Alors, je vais dire quelque chose d'assez dur et je vais essayer d'être prudent. Il y a 200 ou 300 ans, les décideurs qui se seraient retrouvés dans une situation, eh bien, ils se suicidaient. On avait des renseignements d'excellente qualité. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ce travail de renseignement est fait par des gens qui sont des professionnels, des soldats ou autres. Et on voit au cours des 10 dernières années qu'il y a eu des débats sur les renseignements dont on disposait. Oui, il y a eu des choses parce que le chef des renseignements n'a pas soulevé tout ce qu'il devait faire. Voilà, il y avait des renseignements, mais on n'a pas fait ce qui devait être fait. C'est la raison pour laquelle on dit que le 7, ça n'a pas fonctionné et que le 8, ça commençait déjà à fonctionner. Le 7 octobre, cela n'a pas fonctionné et le 8 octobre, on a eu beaucoup de chance. Je vais vous dire une phrase encore une fois très dure. On dit toujours, je vais dire 2 phrases en fait. On dit heureusement qu'il y a eu la Shoah parce que s'il n'y avait pas eu la Shoah, il n'y aurait pas l'État d'Israël. C'est terrible de dire ça. Mais on dit aussi heureusement qu'il y a eu le 7 octobre parce que si aujourd'hui on avait un 7 octobre le Nord avec la force Redouane, je ne sais pas si on aurait réussi à libérer les localités en quelques mois. Les 300 otages ne seraient pas à Beyrouth mais en Iran et on serait pieds et poings liés. On aurait pu rien faire de ce qu'on a vu, des choses extraordinaires qu'on a pu faire il y a au cours du mois et demi passé. Donc cet événement du 7 octobre, tout d'abord, je pense que c'est le Big Bang du Proche-Orient et du monde. La deuxième chose, c'est je pense que c'était une erreur de Sinoir qui a fait chuter l'axe chiite. C'est un paradoxe incroyable, c'est-à-dire que les chiites, comme ils sont peureux, au lieu de combattre dans leur propre guerre, ils prennent les sunnites au Liban ou aux Palestiniens, en Palestine, pour qu'ils mènent la guerre des chiites contre Israël. Et en fin de compte, ceux qui ont fait chuter les chiites, l'Iran, qui démantèle cet axe, c'est Sinoir lui-même qui fait cela, qui a lancé une attaque surprise sans en informer le Hezbollah et l'Iran, apparemment. Voilà, je ne veux pas me réjouir d'une victoire qui n'est pas encore certaine, mais Israël n'a pas d'autre choix que de remporter cette guerre, quel qu'en soit le prix, quoi qu'il en coûte. Oui, mais, Yair Marton, 1 an plus tard, Israël avance à Gaza avec le pied sur la pédale de frein. Ce n'est pas un secret. Une guerre, ça prend du temps. L'opération Rempart après de 2002 à 2006, ça prend 4 ans. Mais j'ai l'impression, je me trompe peut-être, que le gouvernement israélien est plus concentré sur le nord aujourd'hui que sur le sud 1 an plus tard. Tout d'abord, Tzahal n'a pas le pied sur la pédale de frein. Ça, je peux vous l'affirmer. Je pense qu'il y a un consensus, qu'on soit de droite ou de gauche, que nous sommes dans un tournant historique, c'est un point de non-retour. Pensez à quelle menace nous étions confrontés il y a 1 an, la menace du Hamas, du Hezbollah. Et or, aujourd'hui, on comprend
que c'était une menace insensée. Et nous, le peuple d'Israël, un peuple qui aspire à la paix, aujourd'hui, en 2024, ça n'existe pas, une attaque surprise. Dans le monde moderne, face à cette menace, faire une frappe préventive, ça aurait été insensé qu'on attaque un pays souverain. Personne n'aurait accepté cela. Et l'Iran, le Hezbollah, le Liban, ils ont basé toute une doctrine, cette doctrine de la ceinture du feu et de cet axe chiite, et nous ne sommes pas tombés dans leurs pièges, nous ne sommes pas entrés dans cette menace multifront. Nous avons concentré nos efforts sur la bande de Gaza, on a fait ce qui devait être fait, et maintenant l'effort se focalise sur le Liban, et c'est très différent. Une guerre contre un pays ou contre une organisation terroriste qui contrôle 2 millions de personnes, ce sont deux choses différentes. Je ne pense pas qu'on puisse comparer la guerre du 7 octobre, et n'appelons pas cela glaive de fer, et surtout pas la guerre de la Renaissance. Cette guerre du 7 octobre, qui est à la fois une deuxième guerre d'indépendance et de libération d'Israël, cette guerre, c'est une guerre sans précédent. Sans précédent ni en Israël, ni dans le monde moderne, ni dans l'histoire de la guerre. Donc, cet axe chiite, le Hamas, les Houthis, la Syrie, l'Irak, bien sûr l'Iran et le Liban, il est tout à fait possible qu'un de ces jours, que ce sera l'inverse, c'est-à-dire qu'un accord de normalisation avec l'Arabie Saoudite inclura une normalisation avec le Liban, et que les sunnites qui ont souffert du Hezbollah, de l'Iran, d'Assad, au lieu d'avoir un printemps arabe, on aura un automne arabe, et qu'on aura un continuum de pays modérés au Proche-Orient avec tous ces pays. Et en attendant les Français, peut-être qu'un jour les Français comprendront et ne seront pas à contre-courant de l'actualité sécuritaire de la région. C'est un autre problème. J'aimerais vous poser une dernière question. Malgré tout ce que vous venez de dire, Hassan Nasrallah a été éliminé. Ibrahim Ekil a été éliminé. Les autres ont été éliminés. Pourquoi ça ne marche pas avec Mohamed Sinwar, Yahya Sinwar? Pourquoi ça ne marche pas? L'État d'Israël, contrairement à d'autres armées qui auraient tout bombardé en tuant 100 000 civils, ce n'est pas ainsi que l'armée israélienne fonctionne, sans rapport d'ailleurs avec la pression internationale. Éliminer Sinwar dans la bande de Gaza. Alors il faut comprendre que c'est un territoire qui est clos, les gens ne peuvent pas entrer et sortir, donc avoir des agents sur le terrain de ce qu'on appelle les renseignements, les Yumins, c'est très compliqué. Voilà, on ne peut pas les faire sortir, les faire entrer, on ne peut pas gérer les choses. Et aussi, on a 4 ou 5 tribus dans la bande de Gaza, tout le monde se connaît. Donc, pour s'en prendre à Sinwar, cela veut dire apparemment tuer des otages. Cela veut dire ne plus avoir de raison de continuer la guerre. Et ça ne sont pas des prétextes. Il faut continuer cette guerre pour que ce ne soit pas pour rien. On va arriver à un accord, on va reconstruire la bande de Gaza, on va les aider. Et demain, Sinwar va ressortir et va dire nous avons gagné. Et encore une fois, ils vont nous massacrer et nous rentrerons à nouveau. Ce n'est pas une guerre qu'on peut arrêter et reprendre dans 2 ans. Même chose au Liban. On ne peut pas arriver à un accord, ramener les habitants dans le nord du pays, avoir des tirs de missiles anti-chars et reprendre. Et c'est quelque chose que le président Macron apparemment ne comprend pas. Alors, concernant Sinwar, Sinwar c'est comme un interrupteur. On peut appuyer sur l'interrupteur en 1 seconde. Mais alors à ce moment-là, l'obscurité sera et on ne verra plus rien. C'est pour l'heure, il n'y a pas d'interlocuteur pour le jour d'après, il y a des tribus, il y a des criminels, il y a de la corruption. La question que je poserai, c'est une autre. Mes excuses aux téléspectateurs s'il y a des téléspectateurs qui ne comprennent pas ce qui se passe. Pourquoi aller aussi loin? Pourquoi parler de l'élimination de Sinwar? Pourquoi est-ce qu'on continue à acheminer de l'aide humanitaire alors qu'on n'arrive même pas à faire entrer quelqu'un de la Croix-Rouge pour donner des médicaments à des otages, des rescapés de la Shoah qui sont dans les tunnels? Pour éliminer Sinwar, alors ça va nous faire nous sentir bien pendant un instant. Mais ça n'est pas
la question, ni si noir, ni si on élimine encore une centaine de si noirs. Si l'État d'Israël, si le gouvernement d'Israël, si l'armée, si le peuple israélien ne ramène pas les 101 otages à la maison, nous ne serons plus le même pays. Il faut soulever la moindre pierre pour ramener ces gens à la maison. Il y a 80 ans, nous avons vécu la Shoah. Et ce qu'on a vécu le 7 octobre, certains ne le comprennent pas, c'est comme si à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on avait allumé la télévision. C'est ça qu'on verrait, c'est ce qu'on a vu. Des femmes ont été violées, des bébés dans les fours, des gens qui avaient un tatouage de rescapés de la Shoah, on les a tués par balles dans les rues. Et nous, on combat pour défendre notre réputation dans le monde, pour pouvoir continuer à défendre la vie de nos citoyens. Alors tuez si noir. Je vous promets, soyez tranquilles, eh bien, si noir un jour sera éliminé ainsi que son frère. Mais il y a des priorités. Merci beaucoup, Yair Marton, d'avoir été avec moi. Qui aurait pu croire ici que la vie reprenne son cours? Ici, à Sderot, dans le sud et dans tout le pourtour frontalier avec Gaza, même s'il reste encore des villages où il y a plein de débris, où les habitants ne sont pas encore revenus. Cette émission spéciale 1 an du 7 octobre est terminée. Et je ne pourrais citer finalement une phrase de l'un de mes invités qui a dit au cours de cette émission, à partir du moment où on a touché le fond, on ne peut que remonter. Très bonne soirée à toutes et à tous sur Equity4 News et surtout de bonnes nouvelles.